1950-60, 56 exactement. Sourire de nuit d'été, l'une des rares comédies de Bergman, qui a été, pas inspirée, mais enfin qui s'est servi très, très évidemment d'un film que Bergman admirait beaucoup et qui est La règle du jeu de Renoir. Et si vous réfléchissez, si vous connaissez les deux films, il n'est pas difficile de voir ce que Bergman prend de la règle du jeu et évidemment ce qu'il en fait. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Bien, alors donc, petite question toujours classique, et simplement pour se rendre compte, quels sont ceux qui voient le film pour la première fois? Ah oui, alors ceux qui l'avaient déjà vu, pas nombreux alors. Ceux qui l'avaient déjà vu? Oui, bon, quand même. Bon, c'est drôle parce que pour moi c'est un des grands classiques de Bergman. Celui que beaucoup de gens ont vu. Bon, ceci étant dit, ça prouve qu'on se trompe quelquefois. Bien, moi je vous écoute au départ, une question, puis on va commencer comme ce matin. Une question, une impression, un avis, etc. Bon, je sais que je vous prends un chaud, mais enfin. On a le sentiment que cette façon de séparer dans le... Comment? On a le sentiment que cette façon de séparer dans la filmographie de Bergman, cette façon qu'ont d'être séparés très strictement les comédies et les films plutôt sombres, a un rapport avec son expérience théâtrale, que c'est quelque chose qu'on ne trouverait pas chez d'autres cinéastes, une stricte séparation des tâches, si vous voulez. Oui, mais bon, parce que je répète, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin, Bergman a eu constamment une double carrière en tant qu'homme de théâtre, donc montant à peu près 2 pièces par hiver, et l'été, il tournait les films. Cette faculté de passer du théâtre au cinéma lui permettait justement d'aborder tous les thèmes, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Et en particulier la comédie, qu'il a peut-être plus traité et travaillé au théâtre qu'au cinéma. Mais il lui plaisait de faire un film de comédie. Ce film, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, précède juste Le Septième Saut, donc un film déjà un peu moins drôle, et ensuite Les Fraises Sauvages, qui sont encore moins drôles. Ceci étant dit, ce qui ne veut pas dire que ces autres films-là ne seraient pas plaisants malgré tout, mais une comédie comme ça, avec ce ton de légèreté, ce ton de libertinage, bon, elle est quand même, c'est assez rare dans son œuvre. Et en même temps, c'est très passionnant parce que c'est là où la comparaison avec Renoir est tout à fait passionnante. C'est qu'on voit que chez Renoir, d'abord, c'est beaucoup plus acerbe. Le film de Renoir est plus agressif sur un certain type de société. Ici, ça reste quand même plus, disons, marivaudage, pour prendre un terme à la française, une comparaison à la française, et c'est moins socialement, si on veut, critique que le film de Renoir. Mais en même temps, ce qu'il a pris à Renoir et peut-être davantage développé, c'est justement, donc je vous disais, le ton de libertinage et aussi toutes les questions, si on peut appeler ça des questions, enfin pour Bergman, c'est quand même des questions, du rapport à l'amour, du rapport à la sexualité, du rapport à l'autre, des rapports de force qui font fonctionner une société, et surtout, évidemment, peut-être encore plus que dans le film de Renoir, cette chose qui est aussi au centre de son cinéma, surtout à cette époque-là, le rapport dans le couple. Rapport qui est un rapport en général violent, un rapport où la prééminence masculine croit l'emporter sur la féminité, alors que celle-ci se défend admirablement bien. Et on se rend compte que, bon, un peu moins que dans d'autres films, mais que dans ce film-là,
l'influence aussi de quelqu'un d'autre qui a été très grande chez Bergman, et qu'il a reconnu lui-même, c'est celle de Strindberg, donc du grand dramaturge Strindberg, dont vous savez qu'il a fait, ce dramaturge, il a fait du rapport du couple, et en particulier de la aide dans le couple qui soude le couple encore plus que l'amour, je dirais presque sa tasse de thé. Enfin, le théâtre de Strindberg est un théâtre très violent, très fort, et on a ici, par exemple, en particulier dans le rapport dans le couple du comte, mais quand même dans les autres couples, quelque chose qui vient de Strindberg. Maintenant, il y a le ton Bergman, il y a la manière Bergman, il y a le style Bergman, donc qui appartient à Bergman, et qui fait, à mon avis, l'extraordinaire intérêt de ce film. En tout cas, l'extrême plaisir. Moi, je n'ai revu qu'une partie là tout à l'heure, enfin maintenant. À chaque fois, on est quand même séduit par le film, même si forcément vous n'avez pas, c'est pas les mêmes tempéraments, c'est pas les mêmes cultures, vous n'avez pas la même légèreté, comme ça, l'espèce de facilité du film de Renoir, vous avez quand même quelque chose de plus grave, de plus sérieux quand même. Quand on rit en Suède, on ne rit pas comme en France, c'est pas tout à fait pareil, mais en même temps, on a une sorte de réflexion justement sur le rapport amoureux qui est donc, un des grands propos de Bergman, et ici qu'il développe sur un mode léger, mais tout aussi quand même profond que dans d'autres films. Ça, c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que rien de ce qui fait Bergman est étranger à ce film. Simplement, c'est un film qui est fait pour le public qui a peur de Bergman. Comme ça, après un film comme ça, ils ont un peu moins peur de Bergman. Oui, allez-y. Est-ce que, à l'origine, c'était une pièce de théâtre? Ou plus généralement, est-ce que les films de Bergman étaient d'abord des pièces de théâtre et ensuite Bon, à partir de 1949, c'est lui qui écrit directement ce scénario. Alors, comme je vous dis, l'inspiration, la règle du jeu, oui, elle est très nette, mais c'est une inspiration. Est-ce qu'il y a eu une autre pièce qui l'a influencé ou qui l'a inspiré? C'est possible. Ça, je ne sais pas exactement. Mais la construction du film, qui reprend d'ailleurs presque précisément la construction de la règle du jeu, bon, c'est celle de Bergman, et évidemment, il la développe à sa manière. Ça devient tout à fait autre chose, même si vous avez par exemple, les mêmes éléments. Par exemple, la partie à la ville, à Paris pour Renoir, et le château, toujours pour Renoir, qui est ici exactement pareil, la ville au départ et le château qui arrive un peu plus tard, le mari qui a une maîtresse et qui en même temps trouve de nouveau que sa femme est tout à fait désirable. Bref, vous avez beaucoup d'éléments comme ça, les rapports domestiques maîtres. On voit que du film de Renoir, il a tiré autre chose, mais après, c'est la base. Voilà, maintenant, d'autres inspirations, peut-être une pièce de... Vous savez, ce type de comédie, c'est la comédie à l'européenne depuis le XVIIe siècle, et en particulier au XVIIIe. Donc, c'est un type de comédie très connu, et le jeu du hasard et de l'amour, bon, c'est quelque chose qui fait le fond de ce type de comédie, qui sont évidemment des comédies douces amères en général, et même qui ont un ton de cruauté, ce qui est logique à partir du moment où on aborde ce type de sujet. Donc là, je ne peux pas très bien vous dire, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, vraiment l'inspiration du jeu, elle est tellement flagrante que, bon, elle est tellement flagrante pour ceux qui vraiment connaissent la règle du jeu, etc. Bon, il y a une chose quand même aussi que je voudrais signaler par rapport à ce film. Donc, Bergman, homme de théâtre, et ici, c'est une démonstration extraordinaire sur des acteurs, pas tous. Bibi Anderson ne vient pas du théâtre. Mais quand vous voyez la vieille dame, c'est vraiment l'actrice de théâtre dans toute sa plénitude, des autres acteurs aussi, mais en même temps,
Ça a un ton de cinéma qui fait qu'on oublie le caractère théâtral, bien qu'il soit construit exactement comme une pièce de théâtre et avec des situations et des typages de personnages qui sont plus proches du théâtre que, disons, en général du cinéma, même du cinéma de Bergman. Donc là, c'est en effet une incidente dans son œuvre, et on peut dire que c'est plus sa façon de mettre en scène le théâtre que son habitude du cinéma. Il n'empêche que c'est quand même extrêmement cinématographique, ne serait-ce que par exemple l'utilisation, pendant qu'il n'a jamais cours dans le film de Renoir, l'utilisation du gros plan, la façon de mettre toujours en position d'écart un personnage et beaucoup plus près le visage d'un autre personnage, tout ce jeu de rapport qui est en effet une manière de Bergman utilisée, on peut dire, pendant toute son œuvre. Simplement, après, ça va peut-être se modifier, pas s'améliorer, mais en tout cas s'atténuer. Mais ici, le style est tout à fait bergmanien et cinéma, même si je répète, l'inspiration est cinématographique, et en même temps, elle est travaillée comme une pièce de théâtre. Alors que dans le de Renoir n'est pas du tout de ce point de vue, il n'est pas construit comme une pièce de théâtre. Alors que là, il en refait une pièce de théâtre portée à l'écran, étant donné que c'est lui qui a écrit la pièce de théâtre et qu'il la porte à l'écran parce que c'est fait pour ça. Donc là, on a une espèce de petit jeu tout à fait intéressant. D'ailleurs, là, une petite parenthèse pour parler de Renoir et de la Suède. Il se trouve que Renoir, lorsqu'il a fait la répète du jeu, avait demandé, sans le tien d'Henri Langlois, donc celui qui a fondé la Cinémathèque française à Paris, qu'il avait demandé à Langlois de lui passer Éroticon, un film de Maurice Stiller, celui qui a inventé Garbo, parce que justement, la construction de Éroticon l'a inspiré pour la construction de la règle du jeu. Donc, une espèce d'aller-retour, comme ça, de la Suède à Paris et de Paris de nouveau à la Suède. Bon, ça, c'est une incidente qui n'a pas grande importance, mais c'est amusant simplement pour le plaisir. Bon, je vous écoute, allez-y. Bon, il y a quand même dans le film quelques scènes qui sont mémorables. Je trouve en particulier que la scène du dîner, enfin du souper, pardon, est quand même une scène sublime. Pour ceux qui vont le voir la première fois, vous verrez que c'est une scène que vous n'oublierez pas. Curieusement, je crois que si vous vous souvenez de Sauveuse d'été, vous vous souviendrez au fond de vous-même de cette scène. Alors peut-être il faut savoir pourquoi. Bon. Oui. Je veux dire, quand Guénard, j'arrive pas à prononcer son nom, parle, On a l'impression que c'est Bergman lui-même qui parle, de sa propre vie. Oui, mais en même temps, ils sont tous Bergman. Parce que le conte, impénitent pécheur, c'est très Bergman, qui ne peut pas résister au sexe. C'est quand même aussi Bergman. Ils portent tous un peu Bergman. Ce qui est normal aussi de la part d'un auteur qui se disperse et se met dans les différents personnages. Oui, bien sûr. On peut même dire que le jeune homme, complètement travaillé par le sexe, d'autant plus intensément qu'il est dans un christianisme luthérien violent, ce qui ne l'aide pas à calmer ses ardeurs. Donc ça, c'est aussi le jeune Bergman qui est quand même fils de père luthérien et qui a quand même subi la culture, en tout cas, parlons d'Autrement, mais la contrainte, si on veut, luthérienne. On peut dire qu'ils sont, en tout cas, les hommes sont tous, ont tous quelque chose de Bergman. Et même, on peut dire que le domestique final, avec
avec cette espèce alors de bon sens paysan pour que la nature, la vie, enfin tout cela, et le sexe et tout ça est naturel. Il y a aussi quelque chose de Bergman. Il faut noter que Bergman, donc venant de cette origine religieuse, enfin, cette famille, où en tout cas le côté religieux était quand même assez prononcé, est quand même ensuite devenu, enfin, c'est un athée, Bergman. C'est un athée tout à fait passionnant, parce que c'est un athée qui croit quand même en l'âme, non pas de manière religieuse, mais en tant que l'âme, c'est le mystère de l'être humain. Et c'est dans ce sens-là, je dirais, après il va travailler cette idée de l'âme, je répète, pour prendre le terme exact, enfin, le terme qu'on donne de l'anima, il va le travailler toute sa vie. Et ici, cette histoire d'âme est évidemment très matérielle, mais il y a quelque chose de ça. C'est pour ça que quand je parle de la scène du dîner, enfin du souper, pardon, c'est une scène qui est d'emblée, qui a quelque chose de fantastique, parce que là, on est au cœur de l'âme, mais, je répète, d'un point de vue purement psychologique, psychique, enfin, tout ce que vous voudrez, physique si on veut, mais pas en particulier avec, ça commence par l'âme du vin, etc. C'est pas du tout indifférent de regarder comme ça Bergman en tant qu'athée, avec quand même un imaginaire d'inspiration religieuse, mais qui refuse la religion, qui refuse Dieu. C'est-à-dire, bon, quelques-uns de ses films sont faits là-dessus, d'ailleurs. Ils sont un peu plus dostoïevskiens, de cette façon. La mort de Dieu, etc. Ça sera traité un peu plus tard. Oui, allez. Woody Allen a fait un film inspiré un peu de... Oui, ça c'est la descendance. Oui, mais Woody Allen est tellement, se réclame tellement de Bergman, il veut tellement être bergmanien. Oui, mais c'est pas Bergman. Bon, oui, bien sûr que bah, oui, mais ça, tout Woody Allen s'inspire de Bergman. Et d'ailleurs, il y a le même problème chez Woody Allen que chez Bergman. C'est-à-dire que Woody Allen, c'est le côté juif et le côté athée chez les juifs qui reste quand même très juif. Enfin, il y a cet autre aspect qui transfère, si vous voulez, à partir des religions, donc des mentalités et des imaginaires que font naître les religions, à la fois forcément des points communs, en même temps des points de divergence qui font qu'on ne peut pas reproduire exactement une œuvre dans l'autre œuvre. De même que Renoir, le côté catholique de Renoir à la base. Dans les Renoir aussi, c'est la même chose, c'est quand même un athée, mais un athée qui garde quand même des traces de l'influence religieuse. Quand on parle des artistes, c'est-à-dire comme tous les autres hommes, on n'échappe pas. On n'échappe pas à toutes les influences, en particulier les influences culturelles, encore plus les influences religieuses ou de tradition, de famille, etc. Et c'est ça qui nous forme tous. Donc, on peut parler, moi j'aime assez ça en général, parler d'une inspiration catholique, d'une inspiration protestante, ici luthérienne, d'une inspiration juive, à chacun ses aspirations. Mais évidemment, ça ne fait pas le même cinéma du tout, malgré les points communs. Oui. J'ai trouvé que ce qui transpirait du film, c'est dans chaque plan, et même dans le son, une éloge d'une volupté énorme. Je trouvais que c'était un film très voluptueux, et que ça faisait autant au travail sur la lumière, sur les visages, sur la douceur, sur les grilles, que sur les gestes, que sur la gestuelle, que sur même la manière de dire le texte. Est-ce que, et que ça, j'ai pas vu ça dans d'autres films de Bergman aussi fort que ça. Oui, c'est vrai que c'est un film voluptueux sur la volupté et la sensualité.
Là aussi, c'est en descendance directe de Renoir. Bien que dans sa règle du jeu, Renoir travaille moins la volupté que dans d'autres, ou la sensualité que dans d'autres films, ou alors elle est quand même beaucoup plus affichée, travaillée. Il est vrai que pour Sheberman, c'est un peu ce qu'on disait ce matin sur l'érotisme et la sexualité chez Bergman. L'érotisation chez Bergman est en général assez bloquée, pour la simple raison que les personnages sont eux-mêmes bloqués. Ici, dans ce film, en dehors de notre pauvre jeune homme pasteur, enfin, tous les autres sont sensibles, je dirais, sont en harmonie avec la nature, d'autant plus qu'il faut bien comprendre que ces sourires d'été, c'est-à-dire les fameuses nuits d'été de Scandinavie, c'est-à-dire où les jours ne se couchent, enfin où le soleil ne se couche pas pendant quelques jours, donc un état tout à fait qui met dans un état d'ivresse de l'être, enfin du sentiment, de la sensualité que l'on éprouve de soi-même, donc une sorte d'harmonie à la nature. C'est pour ça que la fin est faite là-dessus, elle est faite sur le sourire, les trois sourires de la nuit d'été. Là, le film se prêtait tout à fait à l'érotisation, et c'est un film d'abord et avant tout érotique dans le sens, je dirais, pas noble, parce que je crois que l'autre forme d'érotisation ne serait pas noble, mais sur ce plaisir-là de l'imaginaire érotique. En même temps, évidemment, est abordé le point de la sexualité, mais d'une façon, là encore, assez gracieuse et sans trop d'insistance, mais malgré tout très présent. Il est évident que, par exemple, les hommes ont des problèmes de sexualité assez précis et que les femmes aussi. Que, par exemple, le rapport du comte et de la comtesse sont des rapports, on peut dire strindbergiens, mais sont des rapports un peu sadomaso, ne sachant plus très bien qui est à la fin le sadique ou le masochiste. Quand même, l'accoutrement de notre comtesse, depuis son arrivée jusqu'au bout, est un accoutrement quasiment de maîtresse, avec son côté à la fin de casque de guerrière amazonienne, en tant qu'Amazone, ou un côté grec comme ça, qui en fait une femme très étrange. Oui, enfin, assez dur. Simplement, puisque je parle de Strindberg et que Bergman a travaillé beaucoup avec un metteur en scène qui était le grand metteur en scène suédois avant lui, qui était Alf Sjöberg, et Alf Sjöberg avait en particulier fait une adaptation de Mademoiselle Julie de Strindberg, qui est la plus belle adaptation au cinéma de cette pièce, et où le rapport justement de Mademoiselle Julie qui tombe amoureuse de son domestique, alors que c'est une aristocrate, enfin, là, il s'inspire un peu de ça, Bergman, mais on voit bien que les rapports sont comme ça extrêmement faits sur les rapports de force de sexualité. La comédienne, ça c'est par excellence, le personnage voluptueux, sensuel certes, mais d'abord avant tout voluptueux. Personnage comme ça qui flotte, qui est totalement au-dessus de tous les autres et en même temps parfaitement adapté aux autres. Un personnage que je trouve très beau. Et puis alors en plus, comme je disais ce matin aussi, l'utilisation des comédiens sur leur corps et leur visage, c'est tout à fait magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir là, de voir tous ces comédiens qui correspondent, qui apportent à leur personnage une sorte d'aura, ou en particulier ce phénomène de l'érotisation, de la sexualisation, je sais pas si ça se dit, est très poussé. Je trouve, par exemple, évidemment, là aussi, très travaillé, par exemple,
c'est très Bergman, sur la sexualité, en particulier ici masculine, mais ça peut être aussi féminine, ou selon la classe sociale. C'est évident que le comte ne peut pas avoir la même sexualité que l'avocat, lequel ne peut pas avoir la même sexualité que son jeune fils de pasteur, lequel ne peut pas avoir la même sexualité que le brave paysan, le brave domestique paysan, qui porte la malle lourde avec une totale aisance, et dont on dit à la fin qu'il a une virilité à toute épreuve. Bon. Donc on a toute cette gamme comme ça qui est abordée et qui fait d'ailleurs le sujet du film, parce que malgré tout le sujet du film, ça reste l'amour. Enfin, tout ça est dit dans le film, je n'ai pas besoin de le répéter. Simplement, il y a aussi ce moment magnifique dans le film, donc, qui plaît toujours et qui fait toujours rire, ou sourire en tout cas. C'est la scène du lit, qui est une scène de vaudeville absolument admirable, et qui finit comme Sharon, le petit Eros qui sonne sa trompe de trompette, et qui ce côté conquérant de l'amour qui passe par la sexualité. C'est-à-dire que quand même, ce jeune homme et cette jeune femme, bon, qui sont quand même parents, donc c'est quand même un amour incestueux, a priori, même si c'est une parenté d'alliance, non plus une parenté directe, mais qui se trouvent dans ce coup ensemble et qui se découvrent. Ça passe, c'est-à-dire que l'amour ne passe pas par les grands sentiments, il passe d'abord par le rapport au sexe. Et là, c'est très Renoir, ça aussi. C'est par la sexualité qu'on arrive à la plénitude, et donc à la plénitude des sentiments, et non pas l'idée de l'amour qui permettrait d'accéder à la sexualité. C'est exactement l'inverse. Et là, de ce point de vue, Bergman continue cette tradition, enfin qui est quand même pas, qui n'est pas propre que ces deux cinéastes-là, qui est propre quand même à pas mal de monde, et qui travaille ici admirablement bien. Mais je pense que c'est surtout au niveau des comédiens. Quand on voit toutes les femmes de ce film sont toutes des femmes magnifiques, chacune avec en effet un pouvoir, je dirais, magique, sexuel. De ce point de vue, c'est pour ça que j'aime tellement la scène du dîner, c'est que la vieille dame, toute la scène, elle devient magicienne. Alors le dispositif, évidemment, de la mise en scène, ne serait-ce que la première mise en scène qui est celle de la mise à table, elle toute seule d'un côté et tous les invités de l'autre. Bon, ensuite la façon de filmer cette mise en scène de civilité, si on veut, de politesse, avec la façon dont on la met d'un seul coup, comme on en a parlé, on la met en évidence avec cette rampe de fleurs et de fruits, et qui rend ce personnage, bon, qui est quand même un personnage âgé, et à qui Bergman donne aussi une sorte de pouvoir peut-être passé, mais quand même présent. On ne peut pas dire tout à fait érotisation, on ne peut pas dire sexualité, mais elle a ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle annonce, elle a un pouvoir de sorte, enfin, de magicienne à ce moment-là. Et c'est ressenti comme tel. Et moi, c'est la chose qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est d'un seul coup, Bergman a trouvé ses acteurs. Il ne va pas toujours les utiliser, et Vandenberg il ne va pas les utiliser souvent, mais en revanche, là, il découvre Bibi Andersson, qui fait la l'œuvre domestique, qui sera un de ses amours importants dans la vie, mais il y a la plénitude totale dans le choix dans son choix des acteurs et ce qu'il en fait. Bon, par exemple, le personnage de Bibi Andersson, un personnage alors directement érotique et sexuel, enfin. Et elle est donnée comme telle. Alors, je trouve qu'il y a des scènes qui sont merveilleuses. Je trouve la scène entre les deux femmes, les deux jeunes femmes, sur le lit qui est limite, mais en même temps qui est tout à fait innocente.
Il y a constamment dans les films des moments où on pourrait déraper vers du grivois. Ça ne reste jamais, ce n'est jamais du grivois, et en même temps, vous êtes toujours au port du grivois. C'est énorme. Parce que c'est aussi la comédie. La comédie est quand même une bonne comédie, est toujours limite sur la sexualité, et de toute façon traite de la sexualité. Oui. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur les engagements politiques de Bergman? Alors, là-dessus, il y a eu des grandes querelles, en particulier en Suède. Il se trouve que Bergman jeune, dans les années 40, a été fasciné, malheureusement, il n'était pas le seul, surtout dans les pays nordiques, fasciné par Hitler. Ça a été ensuite... il a beaucoup culpabilisé sur ça ensuite. Après, ses positions politiques ont été, une fois dégagées de l'engouement vers ce national-socialisme, après, c'était fini. Ceci étant dit, il a non seulement culpabilisé sur ça, mais aussi culpabilisé très profondément sur la neutralité de la Suède pendant la guerre. Et par exemple, quand on voit le 7e saut, donc, qui est le film qui suit directement celui-là, le 7e saut est un film sur la menace atomique, enfin, sur la peste est traitée comme de façon qui rappelle la menace atomique à l'époque. Nous sommes en plein dans la guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Et on voit bien que Bergman, au fond, est choqué par l'attitude de la Suède à cette époque-là. De même qu'en Suisse peut l'être aussi par rapport à la Suisse, par rapport à la neutralité suisse pendant la guerre. Sinon, au point de vue politique, c'est plutôt un homme de... Je dirais que c'est plutôt tendance gauche que tendance droite, quoique il a eu des problèmes très forts avec le socialisme lorsqu'ils ont voulu l'imposer d'une façon qu'il estimait très exagérée et qui lui a fait fuir la Suède pendant quelques années. Bon. Mais sinon, point de vue politique, on voit bien par exemple quand même que lorsqu'il traite de films un peu plus sociaux que d'autres, sa tendance est plutôt pour les opprimés que pour les dominateurs. Enfin, c'est pas quelqu'un d'insensible à ça. Ce n'est pas un révolutionnaire, c'est pas son problème. Il est beaucoup plus révolutionnaire dans la psychologie par rapport à la situation de la psychanalyse que dans ce domaine-là, que dans ce domaine politique. Oui, pardon. Oui, je ne me souviens pas en détail de tous les dialogues de la scène du repas, la scène où... tout à l'heure, pour le film précédent, vous parliez de plonger dans l'inconscient à un moment donné, et j'ai l'impression que c'est une scène clé du film, c'est un peu le noyau du film, parce qu'à ce moment-là, j'en garde cette impression, je n'ai pas tout en tête, il y a quelque chose... c'est comme si le jeu social hypocrite était un peu en suspension, et que chaque personnage allait révéler un peu le fond de son inconscient, et le fond des choses qui le travaillent en profondeur, et que cette magicienne, vous disiez tout à l'heure, elle a le pouvoir justement de mettre à nu un petit peu l'inconscient de chacun. Est-ce que c'est un peu le sens de la scène où je me trompe? Oui, mais c'est d'autant plus le sens que le personnage du jeune homme, donc du jeune pasteur, dans sa révolte d'homme absolument honnête, qui ne supporte pas la comédie, donc la comédie des autres, donc la sorte de, je dirais pas infidélité, mais tromperie des autres, les uns par rapport aux autres, et qui veut être donc totalement honnête, aboutit à une scène où d'abord il est impoli, forcément, puisqu'il attente aux règles de la civilité, on ne casse pas des verres de cristaux comme ça, et en même temps, il est d'autant plus
qu'il est ridicule. Et il se met dans une position ridicule. Ce qui permet quand même à tous les personnages d'être quand même, malgré eux, révélés. Et donc il y a révélation, plutôt que inconscient, je dirais révélation de leur désir, puisque, avec le verre de vin, chacun peut exprimer son désir. Et que si on prend notre jeune homme, qui est avec le vin, qui n'ose pas exprimer son désir, parce que son désir va absolument à l'encontre de sa profession de futur pasteur, donc qui ne peut que repousser, puis ensuite boire le vin d'un seul trait, évidemment, de par son âge, et en plus en Scandinavie, on ne boit pas du vin comme ça, donc ça tourne mal pour lui, et qu'il en perd un peu la raison. Mais tous les autres, en effet, et lui, en faisant cela, est en effet peut-être le plus sincère de tous, parce qu'il montre bien, et, au lieu de garder ça pour lui tout seul, puisque à chaque fois c'est fait en voix off, chaque personnage parle en voix off, là d'un seul coup, lui n'a pas besoin de parler, puisque sa manifestation, son extériorisation suffit à faire comprendre. Vous avez à ce moment-là le regard du père, un gros plan sur le père qui commence, le père percevant d'un seul coup, qu'il risque d'y avoir anguille sous roche du côté du fils et de sa femme. Etc. Vous prenez la scène, c'est une scène, justement je reprends la notion d'âme, où d'un seul coup l'âme de chacun se révèle. En même temps, c'est pas l'inconscient, ils sont conscients quand même. C'est bien, on peut masquer tout ça sous la comédie sociale, la comédie de civilité, et il n'empêche que on est tous dominés par des désirs, et ces désirs, à un moment, peuvent être masqués, mais à un moment, ils apparaissent. Et c'est cette scène-là. Et c'est d'autant plus cette scène-là, c'est pour ça que j'appelle elle la vieille dame, la magicienne, que elle, par expérience, elle sait tout ça. Elle a déjà toute la sagesse de la vie, toute la sagesse de la comédie humaine de l'amour, et donc, à ce moment-là, elle peut accorder à tous ces jeunes, même s'ils ont 40 ans, 45 ans, elle peut leur accorder la possibilité de découvrir qui ils sont. Avec évidemment, en fait, parcours, la leçon à mettre, je sais comment ça s'appelle, Ederman et German, qui va lui apprendre qu'on ne court pas, quand on est une jeune femme comme ça, on ne court pas après une maîtresse, fut-elle la plus voluptueuse des huit. En fait, les êtres se cherchent. Toujours. C'est pas que les êtres se cherchent, enfin, ce qu'on disait ce matin, c'est plutôt que où est l'être. Où est l'être de chacun. C'est pour ça que les notions de comédie sont si importantes chez Bergman, ou les notions de masque, pour ça on avait aussi un peu évoqué ça ce matin. Le masque, si vous prenez la comédie classique, entre l'apparence et la vérité de l'être, la comédie est forcément se joue sur le mensonge, se joue sur l'apparence, qui permet de révéler l'être. Chez Bergman, c'est que l'apparence, donc le masque, c'est autant l'être que le désir profond. Et les personnages n'arrivent pas à savoir où est l'être, où est leur être. Et c'est là où ça devient intéressant, et dans cette comédie-là, c'est aussi très, très, très sensible. Peut-être un peu moins grave que dans d'autres films, en tout cas, c'est sensible aussi. Je ne sais pas si vous avez encore...